La deuxième partie est consacrée aux principales structures de société. Le chapitre 8 est consacré à l'une d'entre elles, qui est la société encore la plus utilisée, à savoir la société à responsabilité limitée, encore l'acronyme SARL, ou son versant unipersonnel, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Les compétences visées dans le cadre de ce chapitre est de pouvoir rédiger des clauses spécifiques des statuts, de repérer des clauses non conformes, de les corriger, d'analyser les opérations de contrôle, d'analyser les augmentations et réductions de capital, analyser les conditions et conséquences d'une transformation, et surtout, de justifier le choix de la SARL adapté à une situation donnée. Vous découvrirez le sommaire au travers des conditions de fonds et de forme, avec l'organisation de la SARL. J'ai opté pour une progression chronologique, à savoir pour chacun des organes, le gérant, son statut, ses attributions, ses devoirs, et dans ses attributions, bien évidemment, et ses devoirs, la révocation, les associés, les droits individuels et collectifs, le fonctionnement des assemblées, le contrôle, et un zoom très particulier sur le contrôle des conventions, par les conventions, réglementées, interdites ou libres. Une section sur la vie financière de la SARL et les mutations ou les mutations de capital. Il conviendra d'aborder ensemble les augmentations et réductions et la transformation des SARL en une autre structure pour enfin terminer sur la dissolution. Il est entendu que si la première section est dévolue à la SARL, nous aurons une deuxième section sur l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Comme évoqué dans mon propos liminaire, la SARL est une société au statut hybride. La faiblesse de cette structure est véritablement dans l'absence de rassembler des capitaux, puisqu'elle ne peut pas émettre de valeur mobilière, elle peut seulement émettre des obligations nominatives et sous des conditions très strictes. Elle ne répond pas toujours aux attentes des dirigeants, car s'ils possèdent plus de la moitié du capital social, ce qui est une aspiration naturelle, ils ne peuvent revendiquer le statut fiscal et social des salariés. Celui, en effet, qui entend rester maître de son affaire tout en assurant sa protection sociale et fiscale, n'a plus qu'une solution aujourd'hui, créer une société anonyme et en devenir le directeur général, ou créer une SAS et en devenir le président. Ce qui est l'un des atouts majeurs de la SAS qu'on abordera après la société anonyme. Dès lors, la SARL a un statut, dit-on, hybride, qui mêle la limitation de la responsabilité, limitée donc aux apports en cas de dette, et également une dose d'intuitu personnel qui se réalise notamment lors des sessions de parts sociales. Selon l'INSEE, en 2022, la SARL représente un peu plus de 29% des créations de sociétés, à côté véritablement de la société par action simplifiée. Commençons ensemble la constitution de la SARL par les conditions de fond et par les conditions de forme. Les conditions de fond. Les conditions tenant aux associés. La SARL, pluripersonnelle, est composée de 2 à 100 associés. Ce sont des personnes physiques ou des personnes morales. La capacité civile suffit, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, qu'il s'agisse d'un mineur, qu'il s'agisse d'un capable majeur protégé, qu'il s'agisse d'étrangers hors Union européenne et convention de réciprocité, les incompatibles et les déchus sont admis en tant qu'associés. Les conditions tenant à l'objet. C'est une société qui est commerciale par la forme, qui vise toutes les activités de la vie économique, civile ou commerciale, mais interdiction d'envisager une activité d'épargne, d'assurance et de capitalisation. Conditions tenant au capital, j'insiste. On ne dit pas que la société est constituée avec 1 euro de capital. Non, non, ça c'est pour les amateurs. On dira bien évidemment qu'il n'y a pas de capital légal minimum, mais qu'il doit être existant. Il est divisé en parts sociales, dont la valeur nominale de ces parts est librement fixée. Le capital peut être variable. Je vous demande de revoir le chapitre 2 sur la notion de la variabilité du capital. Le montant de ce capital est une mention obligatoire des statuts. Il est mentionné sur tous les documents sociaux.
Il convient d'envisager, et c'est un rappel sur le chapitre 2 sur les apports, tout type d'apport est possible, les apports en nature peuvent être effectués en pleine propriété, en usufruit, en jouissance, il est possible d'apporter en nature à une SARL, quel que soit donc les biens, meubles corporels, matériels, meubles incorporels, clientèle, brevets, marques. Les parts des apports en nature sont souscrites, intégralement souscrites et libérées par les associés au moment de la signature des statuts intégralement. Oui, on ne saurait bien évidemment libérer partiellement une voiture en offrant les 4 roues et puis libérer la carrosserie, hein, on est bien d'accord. Et là, on fait très attention au syllogisme juridique car par principe, les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports dans un rapport qu'il rédige pour être ensuite annexé au statut. Alors, il est désigné à l'unanimité, mais peut-être également écarté à l'unanimité, c'est ce que l'on a vu dans le chapitre 2 pour amorcer les apports. Il peut être écarté à l'unanimité si aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30 000 € et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. Sachez que les associés engagent leur responsabilité civile solidaire quinquennale pendant 5 ans à l'égard des tiers pour tout apport surévalué et engagent également leur responsabilité pénale pour une infraction qui s'appelle la surévaluation frauduleuse qui expose les associés à une peine d'emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 € d'amende. Le commissaire aux apports peut être choisi évidemment parmi des experts sur une liste établie par les tribunaux. Il est évident que chaque apport est décrit, évalué avec précision en rendant compte des critères utilisés sur des bases objectives et les honoraires du commissaire sont fixés d'un commun accord entre les parties. Exposons maintenant les apports en numéraire. Alors, ils sont intégralement souscrits, ils sont libérés du 5e de leur montant au moment de la signature des statuts et déposés dans un délai de 8 jours de cette signature, banque, notaire, aux caisses des dépôts et consignations. Ils sont bloqués jusqu'à immatriculation, l'obtention de l'extrait cabis. Sachez également que la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois dans un délai de 5 ans. Cette fois-ci, c'est à compter de l'immatriculation en une ou plusieurs fois à la seule initiative du gérant. Enfin, les apports en industrie sont possibles dans une SARL. Ils sont évidemment pas comptabilisés dans le capital social. L'apporteur a droit au bénéfice égal à l'associé qui a le moins apporté. C'est une règle supplétive de volonté, sauf aménagement statutaire. En contrepartie, les apports en industrie sont distribués donc des parts sociales de montant est librement fixé dans les statuts. Étant entendu que si la société n'est pas constituée, attention, pas de méprise, la constitution signifie la signature des statuts, donc si les statuts ne sont pas signés, les apporteurs qui ont mobilisé des apports peuvent individuellement, dans un délai de 6 mois du jour du premier dépôt des fonds, demander la restitution de leur apport en justice. Le retrait des fonds peut être demandé directement ou au dépositaire des fonds par un mandataire désigné par tous les apporteurs. Les conditions de forme. Les statuts sont rédigés sous signature privée ou sous la forme authentique, ce qui est obligatoire lors d'un apport d'immeuble ou d'un droit au bail supérieur à 12 ans. Les statuts permettent de définir les règles de fonctionnement. Ils sont signés, paraphés à chaque page par tous les associés qui manifestent leur consentement sur le fonctionnement de la société. Les mentions obligatoires sont la dénomination sociale, qui doit être toujours suivie ou précédée de la forme juridique, la mention du capital social, du siège, de la durée, de l'objet, ainsi que la répartition des parts et des bénéfices ou pertes, sous peine d'une sanction pénale qui correspond à un emprisonnement de 6 mois et de 9 000 € d'amende. En annexe, il est convenu de joindre les évaluations du commissaire aux apports concernant donc les biens en nature, ainsi, ne l'oublions pas, que les actes préparatoires de la société en formation qui font soit l'objet d'une annexe ou d'un mandat express. Il est convenu que pour l'opposabilité au tiers, il conviendra d'effectuer toutes les formalités de publicité avec une insertion dans un châle, une inscription au RCS RNE et une insertion au BODAC qui est à la diligence du greffier.
Il est entendu que le contrat de société peut être frappé de nullité absolue en cas d'illicéité de l'objet ou d'absence d'apport. En revanche, l'inobservation des conditions de forme peut faire l'objet d'une régularisation.